Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21 h jusqu'à minuit sur metatv.org. Ce soir, soirée spéciale avec Bruno Mercier. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Donc on va faire d'entrée une petite rectification parce que dans la publication, j'avais indiqué que vous étiez ex-agent de la DCRI, alors que c'est pas tout à fait ça. Ah non, pas du tout. Même pas du tout, ça n'a rien à voir avec la DCRI, c'est autre chose. Expliquez-nous un peu. Il y a au ministère de l'Intérieur des services, à la Défense des services. Un service qui m'avait contacté, c'est la Direction Protection Sécurité Défense, l'ancienne sécurité militaire, qui m'avait contacté au sujet de mes voyages au Vietnam et au Cambodge, où j'avais ramené des cartes de visite. Quand on est militaire, on est obligé de demander l'autorisation à la DPSD pour partir en voyage. Et au retour des voyages, ils peuvent vous demander qui vous avez vu, quelle carte de visite vous ramenez. Et moi j'ai joué le jeu, j'ai donné les cartes de visite que j'avais collectées, comme ça, à titre personnel. Et ils m'avaient contacté en me demandant si je pouvais repartir au Cambodge pour voir ce que faisaient les personnes que j'avais côtoyées. Donc en l'occurrence, j'ai su après que c'était des malfaiteurs. Mais c'est comme ça que j'ai travaillé pour les services de renseignement, dont la Direction Protection Sécurité Défense, sans avoir la formation pour le faire. D'accord, donc c'est un autre service de l'armée, on va dire, une autre branche, un service de renseignement militaire. Oui, normalement le DPSD s'occupe de la protection des casernes en France, n'ont pas l'autorisation, surtout à l'époque en 2000, d'aller à l'étranger. Donc quand ils veulent chercher des informations, comme peuvent faire les services de police actuellement en France, demander à des personnes qui voyagent de leur amener des informations. C'est ce qu'ils ont fait avec moi en tant que militaire. Voilà. D'accord. Alors oui, parce qu'à la base, vous êtes militaire. Voilà, moi je suis rentré en 1978 à l'armée, dans les parachutistes, et j'ai quitté en 2002, au bout de 24 ans de service, dont 12 à l'étranger. J'ai terminé sous-officier parachutiste. Et j'ai pris ma pension à jouissance immédiate en 2002. Et depuis 2002, je fais du consulting pour les sociétés qui veulent s'implanter à l'étranger. Voilà. Donc les sociétés, rien à voir avec Blackwater, tout ça? Ah non, pas du tout. Non. Moi, je fais du conseil, je donne des conseils uniquement. Je préviens sur les risques quand je peux le faire, bien sûr. Et puis j'accompagne des sociétés, mais aussi bien en risque... c'est le risque management, quoi. Ça peut être aussi bien du risque incendie, du risque malveillance, c'est le risque en général, et le risque pays en particulier en même temps. Alors donc dans le cadre on va dire de vos fonctions, vous avez été visité, vous étiez au Cambodge, et donc on vous demande d'infiltrer en fait. On a filtré, alors on m'avait dit c'est pas tout à fait le mot, vous préférez... Bon, c'est le mot, si on veut, le mot littéraire si on veut, mais alors moi j'avais des activités personnelles où j'ai par exemple fait Hanoï Dien Bien Phu à pied avec un autre sous-officier, 600 km en 6 jours pour commémorer la défaite de Dien Bien Phu de 1954. J'ai mené des études sur les camps de concentration Viet Minh avec des anciens prisonniers français des Viet Minh de l'époque. Donc c'était mes activités personnelles. Et en 1993, j'ai participé à la mission ONU au Cambodge. C'est là où j'ai pu rester 6 mois dans ce pays et commencer à le connaître. Et j'ai recueilli un orphelin dans la rue. Je lui ai donné un orphelinat et c'est pour ça que je revenais régulièrement, moi et mon épouse, dans ce pays-là, pour voir notre petit filleul de l'époque. Et c'est là où j'ai rencontré, je dirais malencontreusement, des personnes qui étaient malhonnêtes et qui faisaient partie d'un réseau mafieux complet. Alors ce réseau, parce que, comment dire, vous expliquez que c'est un réseau criminel en plus, donc il y a des meurtres, c'est international aussi, il ne s'agit pas, on parle d'une organisation là. Ah, bien sûr, alors ça se présente tout le temps sous le biais d'une ONG qui travaille par exemple pour la protection des enfants, qui a des subventions, qui peuvent avoir des subventions de l'UNICEF ou de grands organismes. Et puis quand on commence à gratter de l'intérieur, on s'aperçoit que les subventions, il leur faut des pédophiles arrêtés, des pédophiles qui font chanter. C'est tout un réseau criminel, il peut y avoir du trafic de drogue, du trafic d'armes, de la prostitution, il y a un petit peu de tout, et puis il y a des ramifications dans d'autres pays en même temps. Et donc, alors pour comprendre,
ils utilisent donc sous couvert, sous des couvertures officielles, c'est un peu ça. Ils utilisent c'est quoi leur couverture pour pouvoir, comme ça, enlever des enfants Ah ben les couvertures, c'est toujours des ONG. Je crois qu'il y a 4000 ONG au Cambodge, à peu près. Beaucoup sont infiltrés par des voyous, où on peut avoir une ONG, par exemple d'enfants. Moi j'ai côtoyé une femme que je trouvais remarquable. Tous les matins, elle venait chercher du pain de la veille pour nourrir ses orphelins. Et puis un jour, elle m'a dit, ben, je suis un petit peu fatiguée, je vais faire du ski dans les Pyrénées. Et elle a pris un billet classe affaires et puis elle est partie dans les Pyrénées faire du ski. En fait, elle s'attribuait un salaire à hauteur de 80% des subventions qu'elle recevait pour ses orphelins. Et puis elle en profitait elle-même. C'est pour ça que les orphelins n'arrivaient à faire qu'un repas par jour, dont du pain rassis. Voilà, c'est toujours sur le biais pratiquement d'ONG. Ouais, donc ça c'est une bonne couverture, ONG. On prétexte qu'on va, en fait, qui sont là pour, on va dire, effectuer certaines œuvres sociales. Et sous couvert de ça, c'est voilà. Du trafic. Quoi. Voilà, vous allez à Phnom Penh, les ONG sont entourées de murs, de barbelés en haut. On pense que c'est pour protéger les enfants, mais c'est pour pas regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors bien sûr, il y a des ONG qui sont remarquables, qui sont honnêtes, qui ont pignon sur rue depuis des années. Mais sur le lot d'ONG qui est à Phnom Penh, principalement à Phnom Penh, vous en avez qui sont financés et managés par des mafieux. Ouais, parce que c'est des gens alors très dangereux. Vous dites qu'il y a il y a pas mal aussi d'anciens militaires qui sont dedans. Il y a des gens des services de l'État. Non, pas d'anciens militaires vraiment. Bon, j'avais, moi, comme j'ai dit, remarqué, alors pour expliquer, je me suis retrouvé dans cette mafia par le biais d'une société qui s'appelait à l'époque Triangle Holding, qui s'est ensuite appelée Solaris, qui a managé, piloté, dirigé la télévision Apsara et qui est toujours en France sur le nom de Solaris. On retrouve toujours les gens que j'ai côtoyés en 2000 qui continuent à faire des affaires à l'étranger par le biais d'une société Solaris. Moi, on m'avait demandé donc d'aller voir ce qui se passait dans cet organisme. Il y avait plusieurs en fait. Il y avait un journal qui s'appelait Principal, une société qui s'appelait Triangle Sécurité. Il y avait plusieurs sociétés rattachées à une société mère. Et au début, effectivement, c'est honnête. On pense protéger les enfants et après moi on me demande de me mettre dans le coup qu'il faut obtenir des subventions pour protéger les enfants. Ça veut dire qu'il va falloir piéger des pédophiles, on va en faire chanter. Si on n'a pas le quota de pédophiles pour avoir les subventions internationales, on n'est pas rentable, donc on va piéger des faux pédophiles. Voilà. Alors comment on piège? Voilà, alors ça, expliquez. Alors, comment piégé, ça va se passer cette société avait des enfants qui étaient loués à la journée, qui étaient mis dans une salle à part. Et puis, quand les mafieux, les Français, repéraient un pédophile, ils faisaient en sorte que le pédophile l'incitait à prendre les enfants de la société mafieuse. Voilà. Et l'enfant était habitué à faire des gestes, à tendre la main, à prendre la main du pédophile, et il était consentant pour aller dans les chambres. Ça, c'était la première solution. Les chambres étaient toutes avec caméra, tout le temps. Même quand un pédophile était repéré, les mafieux se renseignaient sur sa chambre, arrivaient en donnant quelques billets de 100 $ à l'hôtelier pour placer des caméras, sous le prétexte aussi de piéger le pédophile, de protéger l'enfant. Voilà, ça c'était une première des méthodes pour piéger un pédophile, un vrai pédophile. Et par mois environ, il y avait à peu près une vingtaine de pédophiles piégés. Chaque pédophile devait piéger, subissait un chantage, et chaque pédophile devait ramener en tourisme 10 autres pédophiles. Alors quand on voit la liste de pédophiles que j'ai pu avoir, il y en avait qui venaient des États-Unis, d'autres de Belgique, d'autres de France, d'autres d'Allemagne, d'autres du Japon. Donc tous ces pays-là, ils devaient, pour ne pas se retrouver sur un article de presse, parce qu'ils faisaient des dossiers avec les films et tout le reste, ils devaient ramener 10 pédophiles. Et après, quand il n'y avait pas le quota, ou quand ils voulaient donner un exemple, c'est le cas de Kobato,
Kobata, excusez-moi, un jeune japonais qui était juste un ouvrier, qui n'avait pas de quoi répondre au chantage, hein, puisque ils l'ont incité à aller dans des boîtes de nuit, dans des repères vietnamiens, comme il y a là-bas, et à prendre en photo des enfants nus. Et là, les mafieux français, dont moi je faisais partie, faisaient intervenir la police des étrangers. Il s'appelait le lieutenant To au Cambodge. Il est extrêmement connu parce que soupçonné pour avoir fait du trafic d'enfants du temps de l'occupation Khmer Rouge. Ils arrêtaient de soi-disant pédophile, ou ils le menaçaient. Et arrivaient les mafieux dans ces cas-là pour le libérer. Alors c'était un piège. Alors, les faux pédophiles, comment les piéger? Le français ou l'européen en général a toujours ce mauvais réflexe d'aller dans des hôtels et des bars où il trouve des compatriotes. C'est une grave erreur. Les compatriotes, bien souvent, sont au Cambodge, à Phnom Penh, liés au réseau de mafieux. Sympathisent, et puis il est tout à fait facile de mettre de la drogue dans un verre. La cible s'endort, et là, même moi, à cette époque-là, on faisait rentrer les enfants dans les chambres, ils se mettaient nus, ils posaient avec le faux pédophile, et le piégeaient, puisqu'il y avait des caméras, des photos, et le lendemain matin, quand il se réveillait, il trouvait toute une série de photos de son acte sexuel, en fait dont il ne se souvenait pas du tout, et il était piégé au même titre que les vrais pédophiles. Ouais, parce que donc après, comme ça, on lui fait du chantage. Du chantage. Alors, mauvaise attitude en même temps de l'Européen et du Français en particulier, qui veut toujours montrer sa carte de visite, qui veut toujours parler de son travail. Je suis en vacances, j'ai une dizaine de sociétés, je gagne tant d'argent, je voudrais investir. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, et les gens se font piéger, par manque de discrétion. Ouais, d'accord. Donc il y a beaucoup alors vous étiez dans le réseau, c'est ça? Alors vous avez vu des choses aussi, ou comment vous en êtes arrivé à toutes ces déductions? Moi j'ai participé, j'ai vu les enfants qui étaient stockés sur le côté en attendant d'être employés avec un pédophile ou un faux pédophile. C'était toujours les mêmes petits gamins, ils avaient l'habitude de simuler les actes sexuels. Donc j'ai travaillé vraiment, moi, où on m'a demandé par exemple de déposer de la drogue dans les pots de fleurs d'un bar tenu par des Français qui refusaient le racket de cette mafia, parce qu'en même temps il y a du racket. Ouais, d'accord. Alors une question justement, est-ce qu'il y a des liens? Alors ça c'est Claude Ratignier, c'est un expert en service de renseignement qui demande, est-ce qu'il y a toujours des liens entre le gouvernement, la mafia financière japonaise et le gouvernement français? Donc, non, ça je sais, je peux pas dire. Ouais. Moi je sais que vous avez actuellement le représentant de la grosse association d'accueil des Français à l'étranger, qui faisait du blanchiment d'argent en 2000, qui envoyait par son ordinateur des sommes astronomiques, mais ça venait d'Europe. D'accord. Alors on nous demande immédiatement, est-ce que, vu que les ONG sont une couverture en Asie, elles le sont évidemment en Afrique? C'est Jacques qui nous demande ça. Ah mais totalement. C'est le même principe en Afrique. Totalement. C'est exactement le même principe en Afrique, et plus particulièrement pour Djibouti. Parce que vous trouvez des gens qui viennent de Djibouti qui se retrouvent au Cambodge et inversement. Bon, je vais donner un exemple, un simple exemple, c'est l'assassinat de M. Alan Romagnoli. C'était un Corse qui était installé à l'île de la Réunion. Vient le contacter Alain Romani. Alain Romani, je n'ai pas dit qu'il était impliqué dans des affaires, mais il est soupçonné d'avoir plus ou moins tourné dans l'assassinat du juge Borel, sans preuve évidemment. Alain Romagnoli avait une brasserie sur l'île de la Réunion, et il se retrouve en train de vendre sa brasserie pour s'installer au Cambodge, avec Romani. Et on retrouve un autre Corse qui a dû partir en toute hâte dans les années 95, l'année de l'assassinat du juge Borel, qui s'appelait Calabro, qui se retrouve aussi associé de M. Alan Romagnoli. Et ce dernier se retrouve à la tête d'un hôtel-restaurant pour adoptants. L'adoption d'enfants, en 2006, était très lucratif, je dirais, pour certaines personnes qui facilitaient l'adoption. Ils trouvaient des enfants, ils facilitaient les papiers pour l'adoption,
Et tous les adoptants, américains, français, européens, se retrouvaient dans le même hôtel. Et il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Monsieur Alan Romano Lee, qui était honnête, s'est retrouvé égorgé. Voilà. Ça, c'est un assassinat commandité par quelqu'un qui s'est trouvé gêné dans ce business d'adoption d'enfants. Ça, c'est ma version. Le jeune qui est actuellement en prison au Cambodge, pour 16 ans de prison, de tous les policiers cambodgiens que j'ai vus, personne ne croit que c'est lui l'auteur de cet assassinat. Mais au Cambodge, avec quelques billets de 100 $, on peut arriver à corrompre des juges. Et quand bien même le juge est honnête, on peut arriver à faire des dossiers montés de toutes pièces, très crédibles, avec des signatures de policiers, avec des témoignages qui font que le juge ne peut donner foi qu'à ce dossier et condamner la personne. D'accord. Alors, il y a une question justement de Claude Ratigny, lui c'est notre expert service de renseignement, il nous dit concernant l'affaire du juge Borel et les brevets de Joseph Ferraillé, avez-vous enquêté sur M. Bazano et ses liens avec la mafia française, en sachant que M. Bazano a côtoyé la dissidence? Alors, je sais pas ce que c'est. Non, là moi, si vous voulez, moi je parle uniquement de ce que je connais, de ce que j'ai vu, des relations. Je sais très bien que, alors, dans ma carrière militaire, j'ai par exemple assisté à l'attentat du Café de Paris. J'étais de permanence au 5e régiment interarmé. Quand j'ai vu descendre le soir de taxi, ça s'est passé comme ça, de taxi des blessés militaires qui payaient le taxi djiboutien et qui venaient se faire soigner à l'infirmerie de la caserne. C'est la soirée de l'attentat du Café de Paris. Donc j'ai vécu ça, si vous voulez. J'ai vécu cette ambiance où l'opposition, le FRUD, aurait pu rentrer dans Djibouti-Ville. Hein, parce qu'il y a Djibouti pays, Djibouti-Ville. C'est le même Djibouti. C'était électrique, hein. C'était vraiment une époque où tout pouvait se faire, où le gouvernement Issa aurait pu être renversé. Hein, donc j'ai vécu cette période-là, et en 1993, je me suis retrouvé au Cambodge. C'est là où je peux faire des relations. Je peux faire des relations, par exemple, où j'avais participé à l'émission La légende du juge Borel, et le journaliste réalisateur qui avait monté ce reportage m'avait dit « Je suis attendu à Djibouti par telle personne ». Et en fait, cette personne est le fils d'une autre personne qui chantait au Cambodge. Hein. Et on retrouve celui qui se faisait chanter, c'était le père de cette personne qui accueillait le journaliste, ben, il est installé à Djibouti. Donc on arrive à faire des relations comme ça. Hein. On trouve des liens donc. On trouve des liens. Et ces liens, comme je dis, ça ne peut pas être des affabulations parce que telle personne est au Cambodge telle année, 2 ans après il se retrouve à Djibouti. Et on se retrouve qu'il y a une autre mutation, par exemple au Sénégal. Du Sénégal, après on va arriver quelqu'un au Cambodge. Et quand on regarde bien cette toile d'araignée, ben en fait c'est comme si c'était une administration qui mutait les gens et qui les déplaçait. Et c'est qui a sa tête de ça? C'est qui chapeaute ça? Alors, là, comme j'ai écrit dans mon livre, qui je vous rappelle n'est plus en vente, parce que mon livre a été attaqué de toutes parts en fait, hein, les mafieux, ceux que j'écris dans le livre, me disaient que leur patron était le bras droit de Pasqua à l'époque, j'ai oublié son nom là, le bras droit de Pasqua qui a été préfet dans le Var. Marcani. Marcani, voilà. Mais je l'ai écrit noir sur blanc. D'accord. J'ai jamais eu de plainte. Ouais, j'ai jamais eu de plainte, je l'ai marqué noir sur blanc. C'est eux qui me l'avaient dit. Il y avait plein d'indices qui l'attestaient. Hein. Marcani qui avait une boîte une société d'import-export à Djibouti au temps de l'assassinat du juge Borel. Donc, alors moi je ne peux pas dire qui, parce que si vous voulez, la mafia elle est composée de plusieurs équipes. Vous avez les équipes qui travaillent sur la pédophilie, qui travaillent sur la délinquance, qui essayent de travailler avec des prostituées. Et au-dessus, vous avez un autre étage. Et encore un autre étage. Plus les trafics sont importants, plus il y a de personnes compétentes. Vous pouvez avoir des petits voyous qui viennent de Marseille. En général, c'est toujours Marseille, Nice, Corse, hein, qui se retrouvent à faire de la pédophilie, la pédocriminalité. Ça, c'est eux.
Et eux, ils font du vent. Ils créent une sorte de nuage de fumée plutôt, pour couvrir les autres. Donc moi, j'étais avec eux. En fait. Donc de dire qui commandait, je ne peux pas le dire. Et comment dire, on demande est-ce qu'il y a, par exemple, l'arche de Zoé, vous vous rappelez de cette L'arche de Zoé, c'était au Tchad. Hein. Voilà. Est-ce que ça n'a pas de rapport avec ce jeu? Moi, on les a accusés de ça à un moment, hein, de faire partie d'un réseau pédophile. Hein. Oui, mais à la limite, moi, j'ai suivi un petit peu l'affaire et moi, je les ai pris vraiment pour des gens naïfs, ne connaissant pas l'Afrique. Hein, quand on va demander à un chef de village en Afrique, est-ce qu'il y a des enfants qui sont orphelins, obligatoirement, de toute façon, on donne un billet. On donne un billet parce que la personne, il faut le dédommager de son temps pour rechercher, pour faire des recherches. Et ils se sont fait avoir parce qu'ils ne connaissaient pas l'Afrique. Maintenant, ça peut servir pour détourner l'attention, pour les accabler justement, pour détourner le regard vers des naïfs. C'est plutôt ça. Et c'était des gens qui, pour moi, ne cherchaient pas à vendre des enfants, à fournir un réseau pédophile. Non, pas du tout. Mais alors cette mafia française, parce que là, bon, il y a d'autres personnes qui me disent, oui, est-ce qu'on pourrait faire un historique? C'est-à-dire que, est-ce que déjà, on a l'impression que c'est une mafia d'État. Alors, on peut parler de mafia d'État, là. Alors, effectivement, moi je remonte aux années 1883 avec Paul Doumer, qui était le gouverneur, l'administrateur de l'Indochine française. C'est quand même lui qui a créé la première fabrique d'opium à Saigon. Bon, l'opium est passé drogue en 1910. Donc c'était uniquement à des fins médicales ou pour se décontracter. Mais c'est quand même lui, Paul Doumer, qui a été président de la République en 1931 et auparavant sénateur corse, d'où vient cette mafia. Paul Doumer a tellement bien vendu l'opium que l'Indochine a été excédentaire au niveau de son budget. Et pour moi, a contribué à financer le reste de la colonisation. Hein. Et il a pu, en tant comme politique français, accéder à la présidence de la République grâce au trafic de drogue. En 1930, il ne faut pas oublier, 1930, la morphine base qui arrivait à Marseille, était moins chère que celle qui était vendue à Saigon, en ex-Indochine française. Alors pourquoi? Parce que on trouve des Corses la Corse était pauvre. Les Corses ont voulu se débrouiller, ils sont montés sur les bateaux, ils ont pris la mer et puis ils se sont retrouvés à Saigon en train de voler des ballots de drogue, avec la complicité des fonctionnaires indochinois à cette époque-là. Et ça a donné lieu à la French Connection. La French Connection qui alimentait un petit peu, alors on trouve en même temps le service d'action civique, le SAC créé par De Gaulle, qui était créé par De Gaulle. Ouais. On oublie toujours de dire que, bon, on peut dire c'est comme l'OAS, c'est comme le SAC, il y a des époques qu'on ne peut pas critiquer, on n'était pas dans l'époque. Mais De Gaulle s'est appuyé sur le SAC pour rester au pouvoir, pour asseoir sa politique. Donc la French Connection, le SAC, des réseaux extrémistes, d'extrême droite en même temps, ça a créé la mafia. La mafia, mais qui était encore sous le contrôle de l'État. Et quand on arrive dans les années 80-90, tous ces réseaux qui promenaient en même temps des réseaux Foccart, vous voyez, c'est un mélange, on ne peut pas dire que ça vient des réseaux Foccart, on ne peut pas dire que ça vient de la French Connection vraiment. C'est quelque chose qui s'est construit, c'est une pieuvre qui est née et qui a commencé à étirer ses bras. Tout ça a permis de faire une mafia qui a complètement éclaté, qui n'est plus du tout sous le contrôle de l'État. Même moi, quand je discute avec des Corses, ils me disent c'est pas possible que des Corses en Asie du Sud-Est actuellement aient pu prendre des enfants et les louer à des pédophiles, ça se fait pas. Donc même au niveau de la moralité corse, je dirais, qu'elle soit bonne ou pas bonne, enfin de toute cette moralité de tous ces Corses, ils comprennent pas. Ils comprennent pas parce que eux-mêmes ils n'arrivent plus à gérer. D'accord. Ils ont été dépassés alors Tout le monde a été dépassé dans cette histoire, je pense, tout le monde. Tout le monde tire un petit peu. Moi, je pense que du temps des réseaux Foccart, une entreprise pouvait s'installer en Asie du Sud-Est, en Afrique. Elle avait tous ces réseaux qui étaient aux ordres. Maintenant, les Français qui sont issus de ces réseaux, parce que ça retransmet comme un fonds de commerce, ils regardent au plus offrant.
Il n'y a plus de patriotisme économique, il n'y a plus rien qui est géré vraiment par la France. Ce sont des électrons libres qui font ce qu'ils veulent et qui sont prêts à tout pour s'enrichir, tout. Et c'est alors, parce que là, comment vous décrivez ça? Donc cette mafia, elle a quand même elle a une influence sur les affaires de la France, quoi. C'est ça que je comprends, où il y a des gens qui sont impliqués à haut niveau. Parce que comment on peut laisser une organisation comme ça, quand on en a connaissance, puisque visiblement, si vous en avez connaissance, j'imagine que d'autres services en ont connaissance à plus haut niveau. Mais non, en France, on refuse de dire qu'il y a une mafia parce que ça serait remonté au service d'action civique, à la French Connection, et il faudrait s'expliquer. Ouais, il faut sortir tous les lièvres, peut-être un par un, mais il faut Mais je pense que de toute façon, il faudrait remonter même à la Deuxième Guerre mondiale, après 1945. Les gens sous Vichy, qui étaient de bons collaborateurs, hein, certains, en fin de compte, ils ont repris leur place dans l'armée, la police, il n'y a pas eu d'épuration là-dedans. Et ce sont des idées qui sont retransmises au fur et à mesure, qui sont couvertes. Quand vous voyez par exemple le policier à Djibouti qui conclut, un des policiers qui conclut au suicide du juge Borel, que je retrouve au Cambodge quelques années après, avec un ami, où j'ai fait un de ses amis qui était le policier qui était en place avant lui, et bien on discute de quoi avec les mafieux? Comment faire chanter Total, sur le Total Birmanie. Et j'ai fait des repas avec ces policiers de l'ambassade de France, où en fin de compte ils trouvaient rien à redire aux Corses qui déjeunaient avec eux. Donc il y a encore en France des générations qui refuseraient de dire qu'il y a une mafia en France, qu'elle s'est créée par l'État français, en fin de compte, au fil du temps, pour construire la France, quoi. Et donc justement, alors ça c'est une question de Caf Marron qui demande si cette mafia française, elle opère sur les anciennes colonies françaises et on va dire dans le monde francophone, ou est-ce qu'elle s'étend aussi des fois encore ailleurs? Moi je pense qu'elle est très présente dans toutes les anciennes colonies françaises, ça fait aucun doute, hein. Apparemment, ce que vous dites, c'est presque un point d'appui. C'est un point d'appui total, hein, puisqu'elle s'est développée pendant la colonisation, en fait. Hein. Et puis, ce sont des gens qui connaissent très bien le pays. Quand ils sont grillés sur un pays, ils vont dans un autre. Ils arrivent à s'échanger. Mais on peut les trouver après dans d'autres pays. Je sais par exemple que certains Corses qui ont des boîtes de nuit, dont certaines filles à Phnom Penh ont dans les 14 ans, vont régulièrement actuellement en Chine. Donc ça c'est la mondialisation quoi, en fait. Hein. Ils vont en Chine, j'ai trouvé des traces d'anciens militaires chinois qui viennent à Phnom Penh, qui travaillent avec les Corses. Pourquoi? Donc effectivement, moi je pense que la mondialisation, la chute du mur de Berlin en fait a permis à cette mafia de s'étendre dans d'autres pays. Moi, je retrouve des traces de journalistes affiliés plus ou moins, ou qui sont en contact avec cette mafia en Nouvelle-Calédonie. J'en ai trouvé au Canada, j'en ai trouvé en Afrique. Je trouve un petit peu partout dans le monde des liens qui permettent de penser que des gens sont manipulés. Ça ne veut pas dire que des gens travaillant pour la mafia le font intentionnellement. Vous allez sur Paris, je connais une personne sur Paris, depuis tout le temps, il se fait passer pour un agent de renseignement de la DGSE. Il s'est présenté à des hommes d'affaires de ma connaissance, officiers de renseignement des GSE, pour essayer de les manipuler. Moi, j'ai porté plainte, j'ai signalé ces personnes. La plainte, pour l'instant, je ne sais pas où elle est passée. D'accord. Alors, on me demande aussi, justement, est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie dans tout ça? Bien sûr, bien sûr. Hein. Mais le livre que j'ai écrit, qui n'est pas resté longtemps à la vente, hein, en fait, hein, et le deuxième sur la fausse monnaie, que j'ai écrit, parce qu'il y a une passerelle entre les deux, hein, m'a protégé partiellement, je dirais. Voilà. Maintenant, les noms sont connus de tous ces gens-là. Et pourquoi on n'a pas porté plainte contre moi lors de l'apparition de mon premier livre, mon deuxième livre sur la fausse monnaie? J'ai été interviewé sur iTélé en direct sur la fausse monnaie, personne ne m'a porté plainte contre moi. Par contre, j'ai des plaintes pour autre chose, hein, mais sur des futilités. Et tant que je dénonce, je pense que je suis protégé. D'accord.
Puisque bon, ça c'est une question qui est revenue souvent. Alors on nous demande par exemple, est-ce que Michael Blanc, l'affaire en Indonésie, il aurait pu avoir été victime de ce genre de... Comment? Michael Blanc en Indonésie, le jeune français qui s'était fait arrêter avec de la drogue. Ah mais c'est possible. Hein. Ouais, à son insu, quoi, parce que c'était un peu... C'est vrai que c'est... Dans la drogue et tout ça, parce que ça peut servir d'exemple. Par exemple, moi je cite dans mon livre un Australien en 2006 qui est mort en prison au Cambodge. Il est mort parce qu'il a été attaqué par les... il est mort de maladie, de paludisme. Mais il était condamné pour pédophilie, pour avoir violé 2 jeunes filles qui, quelques années après, se sont rétractées, qui sont allées témoigner en disant que c'était une ONG qui les avait payés pour accuser cet Australien. La justice cambodgienne n'a pas sorti pour autant l'Australien. L'ambassade d'Australie n'a rien fait pour cet Australien, il est mort. Je suis persuadé que dans le monde, il y a des gens qui se font piéger, mais il faudrait rechercher un petit peu derrière, essayer de creuser qui ils ont vu, qui ils ont côtoyé, et ils peuvent se faire piéger pour donner l'exemple uniquement. Hein, on peut avoir des meurtres de Français dans nos anciennes colonies, ça peut être qu'un exemple, pour montrer à d'autres, comme un petit peu le Japonais qui a pris 10 ans de prison pour avoir pris des photos d'enfants nus. Il a été amené petit à petit, contraint à prendre des photos, et quand il a vendu sa première pellicule à un vrai pédophile japonais, dont je cite le nom dans mon livre, il a gagné un petit peu d'argent pour payer son hôtel, il a refait une deuxième pellicule, et là vous avez toute l'équipe du lieutenant To de l'époque, qui était affiliée avec les mafieux, dont le gros noyau était corse, qui ont arrêté le jeune japonais. Il a pris 10 ans de prison au Japon, alors qu'il a été amené à faire. Bon, vous avez une manipulation qui peut vous amener à commettre un délit ou un crime. Donc effectivement, pour moi, il y a des personnes qui peuvent être innocentes dans notre pays, qu'on peut accuser, et il faudrait rechercher derrière. Mais si vous voyez, on recherche, on peut trouver. Maintenant, la justice française, je donne encore le cas d'Alan Romagnoli, égorgé en 2006. Le juge d'instruction a mis 1 an et demi français à se déplacer pour aller enquêter au Cambodge. En 1 an et demi, on peut falsifier toutes les preuves, on peut tout se préparer. Donc dans ces pays-là, vous avez la justice française qui voudrait intervenir, qui est de tout à fait bonne foi, qui est méfiante aussi. Mais le temps administrativement de faire tous les papiers, de se déplacer, vous avez plus d'1 an entre le moment de l'assassinat et le moment où il y a l'enquête de France. Voilà. Donc ça, ces personnes-là, ces mafieux en profitent totalement. Alors, on nous dit, que pensez-vous des déclarations du livre de Gilbert Abbas, ancien officier DRG, sur le pédosatanisme et ses réseaux de très haut niveau? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ben non, mais enfin le pédosatanisme et ses réseaux... Parce que ça rejoint beaucoup alors, ce que vous dites. Alors, on peut se faire la réflexion, quand vous allez en Afrique, vous avez des meurtres d'enfants. C'est du satanisme, en fait. Hein. Vous avez au Congo la chasse aux enfants sorciers. Ça peut être du satanisme. Mais nous, on a perdu de vue un petit peu ces comportements humains, parce qu'on se sent totalement à l'abri de cette dérive humaine. Maintenant, le pédosatanisme, moi je pense qu'il existe. Mais c'est pas, si vous voulez, ça se développe pas pour autant. Moi, je pense que ça a toujours existé. Il y a toujours des tarés, de toute façon, des gens qui vont voler des enfants, voler des personnes, croire en des esprits, mais ça, c'est possible. Mais c'est l'impression que ça touche quand même une élite, ce genre de réseau. C'est pas le Pékin moyen, parce que de toute façon, même s'ils vont tirer des photos, des films, ça coûte très cher, j'imagine. Voilà. Alors moi, j'avais identifié qui faisait le trafic de cassettes pédophiles à les meurtres d'enfants, puisque j'ai vu une partie de ce film. Je l'ai vu. Donc vous avez vu le film avec l'enfant Une partie, l'enfant crie, il est frappé par des hommes cagoulés, il commence à saigner, il est violé, et puis à la fin, il égorge et les ventre. Hein. Donc ça, et au Cambodge, si vous voulez, alors, notre culture, on est choqué de ça. Mais il ne faut pas oublier ce qu'ont fait les Khmers rouges. Pendant l'époque des Khmers rouges. Il ne faut pas oublier ce que l'humain a fait au Rwanda. Hein, donc on peut être choqué de tout ça, mais dans un pays où l'enfant ne vaut rien en fait. À cette époque-là, en 2000, les enfants se faisaient mordre les oreilles par les rats quand ils dormaient dans les tas de détritus à Phnom Penh.
Donc il était facile d'en prendre, de les mettre dans une salle et puis de les tuer. Et tout le monde, personne s'en inquiétait puisqu'ils n'étaient pas comptabilisés. Donc ce film-là, il y a une Française, et moi je l'ai dit à la police, à l'inspection de gendarmerie à l'époque, qui faisait une enquête, a ramené cette cassette-là, plus une cassette des enfants qui avaient couché avec un soi-disant pédophile. Parce que pour constituer le dossier sur un pédophile ou un faux pédophile, après ils interviewaient l'enfant qui pleurait, il était entraîné à pleurer, qui disait qu'il avait eu mal, qui s'était fait frapper, etc. Donc ces films, ils circulent, et effectivement il faut beaucoup d'argent pour les acheter, parce que ce sont des scénarios qui sont faits, d'après ce que j'ai compris en étant dans le réseau mafieux, ce sont des scénarios propres à la personne. Il commande son scénario, et puis même si par exemple le scénario n'est pas respecté à la lettre, comme il paye très cher, ben, l'enfant il le tue, ben, ils en reprennent un deuxième, puisque le scénario n'a pas été respecté. Voilà. Ah mais c'est vraiment horrible quoi, cette histoire de... Donc c'est des snuff movies, c'est ça? Mais regardez, en ce moment, moi j'ai vécu ça en 2000, mais il y a 2-3 ans, des enfants du côté de Siem Reap, Cambodge, ont été retrouvés sans le foie, sans le rein. Donc ils étaient découpés en morceaux. Et là maintenant c'est le trafic d'organes. Le trafic d'organes, on en trouve en Chine. Là aussi c'est une réalité. Mais pourquoi pas violer un enfant avant qui peut servir dans un film et ensuite lui sortir ses organes? C'est comme ça que pensent les gens. Et les personnes avec qui j'étais, dont certaines étaient non pas ce qu'on peut appeler ici d'extrême droite en France, c'était vraiment l'extrême droite, où ils considéraient qu'un enfant de couleur n'était pas un être humain. Donc, ils n'avaient aucun scrupule à tuer un enfant, à le faire violer. Parce que c'était l'équivalent d'un buffle, en gros. Et alors, est-ce qu'il y a, c'est une question de Ozzy qui dit, est-ce qu'il y a des personnalités, des ministres et des hautes personnalités impliquées dans cette mafia française? Parce qu'on a l'impression qu'ils bénéficient à chaque fois qu'il y a des affaires de pédophilie, il y a une espèce de chape de plomb qui s'abat. Il y a nous on avait reçu ici un shérif Delay, qui est dans cette affaire de Outreau dans laquelle on nous a menti, quoi. Donc c'est même la grande affaire symbolique de pédophilie, c'est une escroquerie totale, parce qu'il y a bien eu, on nous a dit que c'était des innocents, mais il y a bien eu des gens condamnés, des enfants reconnus victimes, et à chaque fois, dans toutes les affaires de pédophilie, on est systématiquement confronté à cette chape de plomb, cette espèce de mur qui s'abat. Alors moi j'ai écrit dans mon livre, j'ai une réponse du cabinet de De Villepin à l'époque, où je signale les faits, mais il n'y a eu aucune répercussion. Quand j'étais militaire, fait exceptionnel, j'habitais un petit village au sud de Poitiers, Jancé, qui s'appelait Jancé, et les gendarmes de l'époque m'ont dit, mais vous êtes rentré du Cambodge, et c'est bizarre, on a des colonels de gendarmerie qui viennent nous voir, nous petite gendarmerie, et des colonels de la DPSD pour savoir ce que j'ai dit. Voilà. Donc même au niveau de l'État, effectivement. Maintenant, je vais parler juste du chantage qui s'était exercé sur l'ambassadeur Libourel à l'époque, sur son petit trafic d'œuvres d'art supposé. Comme j'ai dit dans mon film, j'ai trouvé une fiche de chantage sur Libourel, sur l'ambassadeur de France, qui faisait soi-disant du trafic d'œuvres d'art, mais en fait, les mafieux m'avaient dit, c'était pas lui qui visait, il visait Hubert Védrine. Après, vous faites les relations qu'on peut faire. Mais moi, je ne connais pas plus. Mais ce n'était pas l'ambassadeur qui visait, c'était le ministre qui l'avait envoyé au Cambodge. Il l'avait fait déplacer de Colombie jusqu'au Cambodge, pour les œuvres d'art, apparemment. C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Donc ça voudrait dire que Hubert Védrine serait trempé dans un... peut-être... Je ne peux pas dire du tout, je peux pas dire du tout, mais vu de ma position... c'était non pas un ambassadeur qui visait, mais c'était plutôt des ministres à faire chanter sur un trafic d'œuvres d'art. La même époque, les cassettes pédophiles partaient en même temps, ou peut-être, avec les œuvres d'art, pédophiles avec meurtre d'enfants. Donc tout ça, je l'ai dit à la police, mais en fait, ça n'a pas débouché.